Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant parler des ressources. Donc les ressources sur AngularJS vous permettent d'avoir une interface simplifiée pour travailler avec une API REST. Donc plutôt que d'utiliser l'objet HTTP et de faire appel aux URL manuellement, l'objet ressources va nous permettre d'optimiser ça. Donc avant de nous lancer tête baissée dans le code, il est important de comprendre ce qu'est une API REST. Donc je dirais que c'est caractérisé par deux critères. Le premier critère, c'est son format d'URL. Donc une API REST, par exemple, si je veux accéder aux commentaires, l'URL ça sera /comments. Si je veux accéder aux commentaires qui a l'id 1, par exemple, ça sera /comments/1. De la même manière, si je veux accéder aux articles, je ferai /posts. Si je veux accéder à l'article qui a l'id 5, /posts/5. De plus, ces URL peuvent être comprises les unes dans les autres. Par exemple, je peux avoir une URL posts/5/comments. Ça voudrait dire je veux tous les commentaires qui correspondent à l'article qui a l'id 5. Donc c'est un cas un petit peu plus rare, mais ça peut arriver. L'autre caractéristique de l'API REST, c'est que ça se base essentiellement sur les entêtes HTTP. Donc suivant l'entête que vous allez envoyer, l'action qui va être faite par le serveur va être différente. Si on envoie une entête de type GET, donc c'est les entêtes par défaut lorsqu'on charge une page, si par exemple j'actualise cette et que je sors mon inspecteur de code, donc on va aller dans Network, vous allez voir automatiquement l'entête qui est utilisée, donc ça se voyait juste ici, c'est une entête de type GET. Si vous soumettez des informations dans un formulaire, l'entête qui sera utilisée, ce sera une entête de type POST. Donc ensuite, il y a d'autres entêtes possibles. Donc vous avez l'entête delete qui voudra dire je veux supprimer tout simplement un contenu. Donc là, il y a deux S, je suis désolé. L'entête post qui veut dire j'ajoute une nouvelle information. Et l'entête put qui veut dire je veux faire une modification. Donc par exemple, si je reviens aux URL précédentes, si j'appelle l'URL comments/1 avec une entête get, ça me donnera le dernier commentaire, enfin le commentaire avec l'id 1. Si j'appelle comments/1 avec une entête de type delete, ça voudra dire je veux supprimer ce commentaire. Avec une entête put, ça voudra dire je veux mettre à jour les informations. Et dans ce cas-là, il faudra y envoyer les données que l'on souhaite injecter. Par exemple, un nouveau titre de commentaire, un nouveau contenu. Et enfin, si j'appelle l'URL comments avec un S, sans rien, avec une entête de type post et des informations, ça voudra dire que je veux créer un nouvel enregistrement. Donc pour utiliser cet objet ressource, si vous vous rendez dans la documentation, vous voyez que cet objet ressource, alors je descends, il est dans un module qui s'appelle ng-ressource. Donc il va falloir charger ce nouveau module. Donc par rapport à l'exemple que l'on avait créé la dernière fois, j'ai tout simplement modifier le JS pour n'avoir que le contenu de base. Et au niveau de l'index.html, j'ai juste AngularJS et mon app.js. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un module séparé, donc il va falloir le télécharger. Donc je clique sur Download et je vais aller charger le module ng-ressource qui correspond à ma version d'Angular. Donc ici, je prends cette version et je vais aller l'inclure au niveau de mon système. Donc, ce que je pourrais faire pour gagner en ressources, c'est évidemment de le télécharger et de l'inclure. Mais là, je veux gagner du temps, donc je mets directement ce script. Donc une fois ce script chargé, au niveau de mon app.js, lorsque je charge mon module, je peux lui préciser les dépendances et j'y injecte l'objet ng-ressource. Donc au fur et à mesure, je vais vérifier que tout fonctionne bien, histoire d'éviter d'accumuler les bugs. Donc là, hop, au niveau de la console, je vois que ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais me créer un petit contrôleur et ce contrôleur, je vais lui demander d'injecter ressources. Donc on est parti, je fais app.controller, on va l'appeler comments controller, ou allez, on va l'appeler post controller, on va plutôt travailler sur des articles, et ça va être une fonction qui prend plusieurs paramètres. Donc le premier c'est scope, on en a toujours besoin, et on va y injecter la ressource. Voilà. Donc là, comme ça, à l'intérieur, j'aurai accès à cet objet ressource. Donc au niveau de mon index.html, je vais charger mon contrôleur un peu n'importe où. Donc dans mon container, je vais mettre ngController égale postctrl. Voilà, histoire qu'il soit chargé tout le temps. Donc à l'intérieur, on va pouvoir utiliser ce fameux objet ressource. Donc pour créer une nouvelle ressource, on crée une nouvelle variable. Et cette variable, on fait $ressource. Et en premier paramètre, l'URL que l'on souhaite appeler. Donc nous, par exemple, c'est /post/2.id. Et nous, on va travailler avec du JSON, donc on va mettre .json, comme ceci. Donc automatiquement, ça créera cette nouvelle ressource. Si maintenant je veux récupérer par exemple la liste de tous les articles, je ferai post.query. Et ça, je le sauvegarderai dans une variable que je vais appeler post avec un S. Et ça suffira pour le moment.
Donc si j'inspecte et que j'actualise ma page, automatiquement j'ai une erreur. Tout simplement, il essaie d'accéder à cette URL là, mais elle n'existe pas, forcément parce que je n'ai pas créé mon système. Donc ici, je vais créer rapidement une API REST simplifiée. Donc pour cela, je vais utiliser Ruby on Rails, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle technologie. La plupart des frameworks modernes, que ce soit Laravel, Symfony, ClickPHP ou autre, respectent cette API REST. Et si vous cherchez sur la documentation REST suivi du nom de votre framework, vous allez forcément trouver une explication sur comment ça fonctionne. Donc ici, on est parti. Je vais aller créer une nouvelle application, donc Rails, New, Rails App. Donc j'ai choisi ici d'utiliser Ruby on Rails parce que ça me permet de construire une API REST très rapidement sans forcément vous noyer avec 3 tonnes d'explications. Donc là, je lui dis d'utiliser la base de données MySQL et automatiquement, ça va aller créer mes différentes informations. Donc ça va aller créer tous mes fichiers. Et au niveau de mon système, je vais configurer juste vite fait ma base de données pour lui dire d'utiliser la bonne base de données. Donc dans mon database, ici, nous, on va créer une base de données qui s'appelle tuto. Donc pour l'instant, vous voyez, elle est vide. Alors je vais la mettre hop, à cet endroit-là, comme ceci. Donc ma base de données va s'appeler tuto, le login c'est root et le mot de passe c'est root. Voilà. Donc je vais ensuite créer un nouveau contrôleur REST avec le modèle REST et tout, en faisant Rails G modèle. Donc d'abord je vais me rendre dans mon dossier et ensuite je fais Rails G scaffold. Et on va créer donc un contrôleur post et un modèle post et tout ce qui va avec. Et on va préciser au niveau des champs, on va choisir un titre qui sera une chaîne de caractères et un contenu qui sera une chaîne de caractères. Et c'est tout. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de très simplifié. Voilà, donc automatiquement, il y a une petite erreur. Alors c'est tout simplement parce qu'il a besoin d'un plugin particulier que je n'ai pas par défaut. Voilà. Hop, je vais l'installer et on va relancer cette petite ligne de commande. Donc là, voilà pourquoi j'utilise Rails, parce qu'avec une ligne de commande, j'ai mon contrôleur REST, j'ai tout qui va être fonctionnel très rapidement. Donc automatiquement, j'ai juste à faire un reg db.migrate pour qu'il envoie ça dans ma base de données. Donc automatiquement, vous allez voir une nouvelle table se créer, la table post, qui contient mes différents articles. Donc pour l'instant, qui ne contient rien, on va juste en créer un là rapidement pour tester. Donc le nom, on va mettre mon premier article. Ensuite, au niveau du contenu, on va mettre mon contenu. La date de création, donc c'est quelque chose qui est par défaut, et la date de mise à jour, on va mettre la date du jour. Donc automatiquement, je vais pouvoir démarrer mon serveur avec un petit Rails S, et ça va démarrer sur une IP, donc qui est la même que mon nom de domaine, sauf que c'est l'IP 3000. Voilà, et si je fais /post.json, automatiquement, ça me donne mes derniers articles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Rails, c'est vraiment, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, j'ai mon API. Donc si maintenant j'actualise ce système-là, il va falloir que je change l'URL parce que forcément il va essayer de charger post.json qui se trouve ici. Et moi c'est pas ce que je veux faire. Donc au niveau de mon app.js, je peux préciser une URL totale. Donc ici local.dev 2.3000. Alors il faut savoir que le port ici, vous voyez que je mets 2.3000, ça ne le gêne pas, même si d'habitude il s'attend plutôt à avoir des paramètres. Au niveau du port, s'il voit qu'il n'y a que des chiffres, il sait comment traiter ça. Donc ici, je vais avoir un autre problème et je tenais vraiment à le rencontrer parce que je trouve qu'il est important. C'est ce problème Access Control Hello Origin. Donc par défaut, il faut savoir que les navigateurs, et c'est commun à tous les navigateurs, interdisent les requêtes à travers plusieurs noms de domaine. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur local.dev avec le port 80, qui est le port par défaut, et j'essaie d'accéder à un domaine différent. En tout cas, à un port différent. Donc pour lui, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire, que ce soit en get, en post ou en quoi que ce soit. Donc même si vous faites du PHP, ça va provoquer le même problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'automatiquement votre serveur va devoir envoyer des entêtes spécifiques, qui sont des entêtes précisant qu'on a le droit au Hello Control Access Origin. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier légèrement mon serveur pour qu'il renvoie ces 2 headers là. Donc hop, je vais aller au niveau de mon application contrôleur. Donc là, vous feriez la même chose, peu importe le framework que vous utilisez. Et ce que je vais dire, je vais mettre un before filter qu'on va appeler setAccessControlHeaders. Et je vais créer cette fonction-là, def setActionControlHeaders, et elle rajoutera les 2 headers dont j'ai besoin. Donc le premier, ça permet tout simplement de préciser l'origine qui est autorisée, donc les noms de domaine qui peuvent appeler mon serveur. Donc là, moi, je vais mettre un truc général. Et ensuite, un autre header qui permet de préciser les différents types de headers que l'on accepte. Donc get, post et options. Donc si maintenant j'actualise ma page, vous voyez que je n'ai plus cette erreur-là.
Donc au niveau de mon système, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter au niveau de mes articles. Donc ici, plutôt que de mettre post directement la variable, je vais faire scope.post pour automatiquement renvoyer les différents articles que je récupère à ma vue. Donc au niveau de ma vue, donc de mon index.html, je vais pouvoir mettre un petit ng-repeat. Donc article. Donc là, je vais mettre ng-repeat égale post in posts. Alors, je vais plutôt l'appeler P parce que post, ça sera un nom qui sera réservé ailleurs. Et ici, je vais mettre un petit H2 avec le titre. Donc, ça sera p.id. Qu'est-ce que je raconte? P.name. Et ensuite, un petit contenu qui sera le p.content. P.content. Voilà. Donc, si maintenant j'actualise ma page, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, il affiche mon premier article. Mais il y a quelque chose qui peut vous choquer un petit peu, c'est que je n'ai pas mis de callback, c'est-à-dire que vous voyez, automatiquement il a injecté les données, mais ces données mettent un temps à arriver. Si je regarde au niveau de mon système, ça fait bien un appel Ajax, donc il se passe quelque chose. En fait, il faut savoir que par défaut, c'est le fonctionnement par défaut des ressources, elles vont automatiquement appeler cette page, et lorsque ça va fonctionner, automatiquement elles vont injecter les informations dans la variable que l'on a précisée ici. Donc pendant un moment, post sera nul, mais une fois que les données seront récupérées, automatiquement, ça va les injecter. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon système, de mon application, donc la partie qui récupère les commentaires, je vais lui dire de dormir un petit peu. Donc on va mettre sleep 5, histoire de dormir 5 secondes. Au niveau de mon app, de mon index.html, juste au-dessus, je vais afficher le contenu de cette variable post, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que par défaut, post est un tableau vide, ça poireaute pendant 3 secondes, et au bout des 3 secondes, quand je récupère mon contenu, automatiquement cette variable est modifiée. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a quasiment pas de callback à utiliser. Donc ensuite, d'autres petites précisions sur cet objet query. On peut aussi récupérer avec des paramètres. Par exemple, je peux lui demander, je veux la page numéro 2. Et si mon système était préparé, donc là je vais juste enlever mon délai parce que ça risque d'être très pénible, automatiquement la requête qu'il va faire, vous voyez, elle est ici, c'est post.json, page égale 2. Et enfin, une autre propriété, c'est la possibilité d'utiliser des callbacks. Si quand même vous voulez attendre, à cet endroit-là, vous avez juste à déclarer une fonction et cette fonction sera lancée automatiquement dès qu'on va récupérer les contenus. Donc ici, on va mettre contenu récupéré et on peut automatiquement faire scope.posts.length pour récupérer la taille length comme ceci. Et là, je vais mettre plutôt un plus qui me donnera la taille du nombre d'articles en fait. Donc là, c'est 1. Donc ça peut être utile, mais au final, vu que la variable est vide par défaut, on peut laisser ça comme ça. Donc moi, ici, on ne va pas s'embêter à les callback et quoi que ce soit, on va utiliser juste query. Donc ensuite, vous avez aussi la possibilité de récupérer un article en particulier. Donc là, c'est tout simplement la fonction get. Donc on fait $scope.post égale post.get et les paramètres à utiliser. Donc par exemple, ici, c'est id de .1. Automatiquement, vu que dans l'URL, j'ai précisé un paramètre qui avait id, il va modifier l'URL pour injecter ça. Et à l'intérieur de scope.post, je vais avoir mon article. Donc au niveau de mon index.html, je vais ici imaginer un petit formulaire qui va me permettre tout simplement de modifier un article. Donc ici, je crée un form. Au niveau de l'action, je ne mets rien. Pour l'instant, je ne mets rien d'autre. Je vais mettre un input de type texte. Et au niveau du ng-model, je vais mettre post.name. Voilà. Et en plus, je vais créer un petit text area. Donc pareil, au niveau du ng-model, je vais mettre post.content. Et hop, je ferme ça et je ferme. Ensuite, je vais évidemment créer un bouton pour soumettre parce que sinon, ça sera pas utile, ça sera pas pratique. Donc un button de type submit. Hop, et dedans, ça va être envoyé. Envoyé. Voilà, hop, je ferme mon petit bouton et je vais lui mettre une classe pour le styliser, btn primary. Donc ici maintenant j'actualise, automatiquement il appelle bien la page 1.json. Alors par contre mon formulaire ne se remplit pas, c'est tout à fait normal parce que comme un boulet je l'ai mis en dehors de mon container, donc de ce qui contient le post controller. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez qu'automatiquement, pareil, il va faire la requête et lorsque la requête a été récupérée, il va injecter dans post mes différentes informations. Donc de la même manière, on va pouvoir créer de nouveaux enregistrements en faisant scope. Alors on n'a même pas scope, on va mettre var post égale new post.
faire post.name et on va lui mettre le nom que l'on souhaite. Donc par exemple ici ça va être mon second article. Ensuite modifier le contenu en faisant post.content égale mon second contenu. Et lorsque je suis content, je peux faire post.save et c'est tout. Donc si maintenant j'actualise ma page, vous allez voir qu'il va y avoir un truc un petit peu particulier. Et là c'est vraiment propre encore une fois au cross-scripting. Vous voyez que j'ai une en-tête options qui s'envoie. Donc directement l'URL post.json avec une en-tête options. Donc ça c'est tout simplement lié au fait que l'on veut interagir avec plusieurs domaines. Donc si on veut interagir avec plusieurs domaines, automatiquement ce que va faire le navigateur, ou en tout cas ce que va faire AngularJS, c'est qu'il va envoyer une en-tête options pour savoir si le serveur va accepter les requêtes de type post, put et ainsi de suite. Et là, vous voyez que par défaut, mon serveur n'est pas configuré et du coup, il bloque. Il me dit non, je ne peux pas renvoyer ce type d'information. Donc c'est ce que l'on appelle le CORS. Alors si vous cherchez CORS PHP, vous allez trouver tout un tas d'informations sur Google qui vous expliquent comment le configurer. Donc ça va dépendre évidemment de chaque framework ou autre. Mais globalement, il faut juste renvoyer des en-têtes spécifiques lorsqu'une en-tête de type options est faite. Donc ici, mon serveur, comme je vous l'ai dit, n'est pas configuré, donc je vais le configurer rapidement. Alors le but ici, c'est pas de vous expliquer la configuration côté serveur, mais c'est de vous montrer quand même que faire du cross-domain, il y a quand même des règles à respecter pour que ça fonctionne. Donc là, je vais tout simplement charger une nouvelle gemme dans mon système, qui est la gemme CORS, RackCORS, qui permet de rajouter un middleware pour gérer ces entêtes-là. Donc une fois que j'ai cette gemme-là, je vais aller d'abord l'installer pour éviter de cumuler entre guillemets des problèmes. Donc bundle, hop là, bundle install. Voilà, et je ne vais pas redémarrer le serveur tout de suite. Je vais aller modifier la configuration de mon système pour ajouter tout simplement un petit middleware. Donc là, hop, au niveau de notre système, je vais supprimer tout ça. Et en fait, je vais pouvoir utiliser RackCORS et je vais rajouter l'origins à étoile comme je l'ai fait au niveau de mon application contrôleur, où je disais je veux que tout le monde puisse accéder à mon service. Et ça d'ailleurs, je n'en ai plus besoin. Parce qu'automatiquement, cette gemme permet justement de gérer ces entêtes-là. Donc au niveau de mon système, voilà, je précise que j'accepte les requêtes get, post et options avec n'importe quel type de header. Voilà. Donc automatiquement, je sauvegarde. Hop, je redémarre. Donc maintenant, automatiquement, je vais actualiser la page. Donc vous voyez ce coup-ci que la requête en type options n'est pas envoyée. Directement, il envoie un post. Alors j'ai une petite erreur encore une fois. Donc là, c'est lié tout simplement à mon framework parce qu'il utilise des tokens CSRF pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que je ne souhaite pas utiliser. En tout cas, pour le besoin de ce tutoriel, c'est pas très sécurisé, mais là, c'est vraiment pour le besoin. Donc ici, hop, je vais retirer ce before filter, donc protect from forgery. Voilà. Donc là, normalement, je n'ai pas besoin de redémarrer mon serveur. Et si maintenant je resoumets mes informations, vous voyez que ma requête en post qui passe ici, automatiquement, elle fonctionne bien. Et elle renvoie mon dernier article qui a été rajouté. Donc au niveau de ma base de données, si j'actualise mes informations, donc ici, j'actualise, automatiquement, vous voyez que j'ai mon second article. Maintenant, imaginons je veux modifier un article en particulier. Donc là, maintenant, on n'a plus à s'occuper du serveur, c'est bon, hein, tout a été configuré. Ben, ce que je peux faire, c'est tout simplement, ici, j'ai récupéré l'article numéro 1, ben, je peux faire scope.post.name égale le nom modifié en Ajax. Le nom modifié en Ajax. Et là, lui demander de faire un petit update en faisant update, comme ceci. Donc si je soumets automatiquement mes informations, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que il ne se passe rien. Et si je regarde au niveau de la console, automatiquement, on me dit undefined is not a function. Si je regarde au niveau de la documentation d'AngularJS, on m'explique les différentes entêtes qu'il est possible d'avoir. Et si on regarde bien, vous n'avez pas d'entête put. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre. En fait, par défaut, on peut créer de nouveaux enregistrements, en supprimer, mais on ne peut pas les modifier. Il va falloir manuellement préciser à AngularJS qu'on accepte une nouvelle entête, une nouvelle action qui est l'action update. Donc si on descend, en fait, elle est expliquée un petit peu plus bas. Au niveau des ressources, donc on a trois paramètres. Le premier, c'est tout simplement l'URL. Donc nous, c'est ce que l'on a mis. Le second paramètre, c'est les paramètres par défaut. Donc par exemple, on pourrait dire que par défaut, la page, ça serait 3. Donc nous, ici, on n'en veut pas. Et ensuite, un troisième paramètre qui est tout simplement la liste des actions que l'on souhaite injecter. Donc les actions par défaut sont précisées au-dessus. Voilà. Et nous, on peut s'en inspirer pour automatiquement créer cette nouvelle action. Donc là, on va mettre l'action, ça sera
update. Et la méthode, ça sera put, parce que notre framework, ou en tout cas les considérations restent, nous demande d'avoir tout simplement un format en put. Donc là, normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc si j'actualise, je remarque quelque chose, c'est qu'il essaie d'appeler post.json, alors que moi, je lui demande de faire une mise à jour. Donc il devrait appeler l'URL en put. Donc ici, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser qu'au niveau du put, on a des paramètres en plus, donc params. Et ces paramètres, ça sera l'id qui sera automatiquement l'id de mon élément. Donc c'est @id. Donc là, si j'actualise, automatiquement, vous voyez qu'il me sort une erreur. Il me dit toujours qu'il n'y arrive pas à y accéder. Et si je regarde au niveau de mon réseau, il essaie d'appeler post.json, alors qu'il devrait essayer d'appeler post/1.json. Pourquoi il fait ça? Il fait ça tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque l'on appelle une URL comme ceci, ça met un petit temps à décanter. Donc là, automatiquement, il faut lui dire, on démarre le callback, et lorsque je suis enfin là, je peux faire un console.log de scope.post. Et ce que je vais faire, je vais aussi mettre un console.log de scope.post à cet endroit-là. Et pour l'instant, ces deux options-là, je vais les cacher. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Si je sors ma console, je vois que dans un premier temps, j'ai une promise. Enfin, j'ai un objet qui contient différentes informations, qui est en fait une ressource. Et ensuite, j'ai enfin mon objet qui contient mon article. Et ça, il faut bien faire attention. Vu que c'est asynchrone, il ne faut pas demander une mise à jour tout de suite. Il faudra demander la mise à jour qu'une fois que j'ai mes informations. Donc, c'est à cet endroit-là. Si maintenant je sauvegarde, automatiquement, il renvoie bien les informations. Vous voyez que ce coup-ci, j'ai eu un put. Et dans ce put, il a bien mis à jour mes informations. Donc moi, j'avais envoyé le nom modifié en Ajax et je vais regarder au niveau de ma base de données. Si j'actualise, j'ai bien le nom modifié en Ajax. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc là, hop, je vais revenir un petit coup en arrière. Donc je vais supprimer ça. Et ce que je peux faire, c'est à cet endroit-là, hop, je ne mets pas de callback. Donc là, au niveau de mon index.html, je vais dire que le formulaire n'est visible, donc ng-show, seulement si post.length, seulement si post.id, si j'ai bien un article qui est visible. Et ce qu'il va faire lorsque je vais soumettre mon formulaire, donc c'est ng-submit, égale, ça va être edit post. Voilà, donc là ça va être une fonction. Cette fonction, je vais ensuite la créer. Et au niveau de mon système, je vais faire $scope.editPost égale function. Donc je n'ai pas besoin de préciser de paramètres parce que j'ai tout dans scope.post, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, je vais faire scope.post.$update. Alors il faut savoir que ces fonctions, update, get et compagnie, en fait ce sont juste des raccourcis vers les différentes entêtes que j'ai précisées. Cette fonction s'appelle update parce qu'ici j'ai mis update. Cette fonction get s'appelle get parce que j'avais une entête get par défaut. Il faut savoir que je peux aussi les appeler au niveau de l'instance en faisant par exemple post.update, et cette fois-ci on ne mettra pas de $. En paramètre, je vais préciser par exemple l'id. Donc par exemple ça va être l'id 1. Automatiquement, ça injectera dans les paramètres ici. Et en second paramètre, les informations que je vais envoyer. Par exemple, le nom que je vais envoyer et le content que je vais envoyer. Ou directement, je pourrais ici mettre mon objet $scope.post, ce qui aura pour effet d'automatiquement renvoyer les différentes propriétés de mon objet post en put. Je sais que c'est un petit peu perturbant. Et ensuite, je peux utiliser le callback. Là, dans mon cas ici, vu que j'utilise ça au niveau de ma variable d'instance, il sait automatiquement qu'est-ce qui a été modifié. Donc là, hop, je peux utiliser ensuite un petit callback, donc function, et là, je vais mettre directement scope.post égale false. Ce qui aura pour effet d'automatiquement masquer, entre guillemets, mon formulaire. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais en profiter. Au niveau de mon système d'articles, je vais rajouter un paragraphe. Ou même à la fin, je vais mettre éditer. Donc, ce sera un lien. Et ce lien ne fera rien, ce sera édité. Et au niveau de mon lien, je vais mettre ngClick égale. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai déjà appelé edit post. Alors, on va mettre show edit post. Et en paramètre, cette fois-ci, je vais lui envoyer l'article. Donc, qui est tout simplement P. Donc là, hop, je sauvegarde. Je vais aller créer cette nouvelle fonction. Donc $scope.show égale function qui prend en paramètre l'article, donc on va l'appeler post. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera scope.post égale post.get en récupérant tout simplement l'id qui est en paramètre. id égale post.id. Ce
qui me permet tout simplement de supprimer ça. Hop, comme ceci. Et par défaut, je vais mettre que scope.post sera égal à false. Donc je suis reparti. Donc au niveau de mon système, je vais filtrer pour avoir seulement les requêtes XHR. Donc vous voyez que par défaut, il n'appelle que post.json. Je clique sur éditer. Automatiquement, il va récupérer les informations et les injecter. Et ici, je vais mettre le nom modifié en Ajax. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais modifier l'action de mon formulaire parce que par défaut, je crois qu'il va vouloir soumettre, ce que je veux éviter quand même. Voilà. Donc là, je reclique sur... c'est celui-là qui a un titre pourri. Et je vais mettre mon nom modifié par Angular. Je clique sur envoyer. Et automatiquement, vous voyez qu'il envoie une requête de type put avec mes informations. Et si je regarde au niveau de mon système, donc la prochaine fois que j'actualise, automatiquement, j'ai bien mon nom modifié par AngularJS. Donc un autre système, je vais créer un autre formulaire donc, qui va être... hop, alors, j'essaie de le retrouver. Voilà, on va créer un autre formulaire qui lui sera visible tout le temps. Et on va mettre un petit H3 ou un petit H1 qui sera ajouter un nouvel article. Ajouter un nouvel article. Donc là, ça sera new post. Voilà. Et à cet endroit-là, on va mettre, non pas post, parce que ça risque de provoquer des petits problèmes, mais on va mettre new post. On peut l'appeler n. Bon, je ne suis pas très inspiré, je suis désolé. Et à cet endroit-là, on est reparti. Donc au niveau de mon app.js, donc là, ça s'appelle new post. On va faire $scope.newPost égale function qui prend absolument aucun autre paramètre et qui fera post. Donc là, la fonction que l'on va appeler, c'est la fonction save. Donc on ne précise pas de paramètres, donc ici ça sera nul. Et l'objet envoyé, ça sera n, donc scope.n plus précisément. Et ensuite le callback. Donc le callback, ça sera tout simplement function. Et ce que l'on fera, c'est que l'on injectera ce que l'on récupérera. Donc ici, on va l'appeler post. Et ici, on va juste regarder ce que l'on récupère dans cette variable-là pour l'instant. Voilà. Donc je suis bon, si ce n'est que je vais créer quand même la variable scope.n au niveau de ce scope-là pour éviter des problèmes. Donc ici, ça va être un objet vide par défaut. Donc je resoumets mes informations, enfin j'actualise mon système, je vais juste dégager voilà, l'affichage en JSON qui ne me sert à rien. Et je vais écrire mon nouvel article. Je clique et je clique sur envoyer. Automatiquement, vous voyez qu'il envoie donc toujours ce fameux header options et ensuite ce header là qui renvoie les informations. Donc au niveau de ma variable, je récupère en fait l'instance de mon article. Donc au niveau de mon callback, ça se passe toujours de la même façon. Hein. Au niveau de mon callback, j'ai bien post. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer en faisant scope.post.push post. Je l'envoie automatiquement dans mon listing d'articles. Donc si maintenant je resoumets un formulaire hop, et que je clique sur envoyer, automatiquement il va s'ajouter. Je clique ici sur éditer. Et au niveau de l'édition, donc là, ce que je vais faire un truc un petit peu plus propre. C'est que si jamais je veux éditer un article, hop, donc celui-là, je ne l'affiche seulement si j'ai un article que je veux éditer. Mais ce formulaire-là, je vais le cacher si je suis en train d'éditer un article. Comme ça me permet d'avoir un genre de toggler. Et là, on va l'appeler modifier l'article. Hop, 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 modifier l'article et on va faire ça super proprement. On va mettre le nom de l'article ici, post.name. Hop, je sauvegarde et je resoumets. Donc là, hop, vous voyez, je vais aller cliquer sur éditer mon nom modifié et automatiquement, le formulaire se remplit avec les bonnes informations. Donc là, on va mettre mon nouveau titre. Donc, automatiquement, c'est bindé dans les deux sens, et vous voyez. Et ici, on va mettre ceci et mon nouveau titre. Je clique sur envoyer. Donc ça fonctionne bien, mais il y a un petit problème, c'est que j'aimerais bien que ça se reflète à cet endroit-là. Lorsque je modifie un enregistrement, automatiquement, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre à jour les informations. Donc là, en fait, je fais une étape supplémentaire que je vous ai montré juste pour vous montrer, mais c'est à cet endroit-là, lorsque je veux éditer un article, je fais scope.post égale tout simplement post. Voilà, parce qu'en fait, je ne récupère pas d'informations supplémentaires, donc je n'ai aucun intérêt à aller faire une requête supplémentaire. Je vais retenter, donc j'actualise ma page, je vais éditer cet article, un super article, et vous voyez que cette fois-ci, lorsque je fais mes modifications, automatiquement les deux sont liés. Donc là, on va mettre mon nouveau contenu. Et je clique sur envoyer, automatiquement ça se met à jour. Alors, un autre petit détail,
Alors, moi, je trouve pas ça foncièrement utile, mais il faut savoir que ça existe. Vous avez la possibilité d'avoir des promises. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez un update ou n'importe quelle fonction, vous pouvez faire point promise comme ceci, point ven, et ensuite le système de promise classique. Bon, moi, je trouve qu'au final, le callback n'est pas si gênant que ça, et vous voyez que c'est aussi pratique. Donc, ça revient à peu près au même. Mais vous voyez que là, on a donc un objet qui nous permet d'interagir plus simplement avec la base de données. L'avantage, c'est qu'en plus, le système de callback, on pourrait presque l'ignorer, étant donné que les variables sont automatiquement injectées lorsque un succès a bien lieu. Donc évidemment, je n'ai pas géré ici le problème des erreurs. Automatiquement, mon serveur doit renvoyer des en-têtes différentes suivant s'il y a des problèmes ou pas. Une en-tête de 100 ou 204 voulant dire tout s'est bien passé. En revanche, si jamais il y a un problème, par exemple, je n'ai pas le droit d'accéder à un contenu, automatiquement, ça doit renvoyer une en-tête de type 500. Et au niveau de mon système, au niveau de mon callback, je peux récupérer l'en-tête et en fonction afficher les différentes erreurs qu'il y a eu au niveau de mon système. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec REST, il y a un petit module pour AngularJS qui s'appelle REST Angular, qui a été créé par un développeur, qui permet tout simplement d'avoir une structure un petit peu plus poussée, entre guillemets, pour travailler avec une API REST. Il faut savoir que l'objet ressource, c'est un objet qui permet juste de faire une abstraction de l'objet HTTP, pour éviter d'avoir à le faire à la main. Mais derrière, il n'y a pas de fonctionnalité plus poussée que ça. Donc ça peut fonctionner très bien lorsqu'on souhaite faire des choses assez simplifiées, mais si vous souhaitez avoir des objets inclus les uns dans les autres, avoir vraiment un binding entre votre API REST et votre système, ça peut être intéressant de regarder au niveau de cet objet-là. Donc pour l'instant, moi je ne l'ai pas utilisé, mais je sais que beaucoup l'utilisent, donc je pense qu'il peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil à ce niveau-là. Sachant que si un jour je l'utilise, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cet objet ressource, donc j'espère qu'il va vous permettre de travailler de manière un petit peu plus simple avec vos API REST. Il faut savoir que vous pouvez l'utiliser pour d'autres cas, hein. Si votre serveur ne respecte pas l'API REST, ça peut être tout à fait possible, vous pouvez vous-même modifier les différents bindings. Par défaut, vous avez tout qui est dans la documentation, c'est-à-dire que ça utilise des en-têtes et des différentes méthodes. Mais si par exemple vous avez un serveur qui ici s'attend à avoir une action qui s'appelle edit, save ou autre, vous pourriez mettre ici le verbe par exemple, comme ceci. Et au niveau de vos paramètres, dire que par exemple la méthode update, ici ça sera une méthode en get, mais on aura un verbe par défaut qui sera update, comme ceci. Hop, si je fais la méthode, on va dire c'était save. Alors, je vais juste vérifier parce que j'ai plus du tout le truc en tête. Ouais, voilà, la save, plutôt que d'utiliser une méthode post, ça sera get avec le verbe, ça sera create par exemple. Automatiquement, si maintenant, hop, j'actualise ma page, bon, ça va provoquer plein de problèmes, hein. Alors, il me dit qu'il y a une erreur en ligne 7, ouais, j'ai oublié une petite virgule, hop. Si j'essaie de soumettre un formulaire, hop, vous voyez qu'automatiquement, il va appeler post/create. Si j'essaie d'éditer un article en particulier, hop, automatiquement, il appellera update.json et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi comme ça modifier vous-même votre façon de concevoir votre API. Si ça ne respecte pas l'API, le format REST, ce n'est pas gênant. L'avantage de REST, c'est évidemment que les ressources sont spécifiquement dédiées. Du coup, vous voyez qu'on a juste à rajouter la méthode update. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'est pas insérée dans le framework, mais j'ajoute la méthode update et je suis prêt à fonctionner. Si vous avez un serveur qui a des URL un petit peu plus spéciales, vous pourriez quand même essayer de l'adapter de cette manière-là. Donc, j'ai pas fait d'essai plus que ça, mais je pense qu'il y a toujours moyen de contourner le problème. Donc avant de nous quitter, un dernier petit point. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez utiliser cette même ressource dans différents endroits de votre application? Le problème, c'est que là, actuellement, la ressource a été définie au sein de ce contrôleur-là. Mais peut-être que j'ai d'autres contrôleurs qui auraient besoin de cette même ressource. Mais dans ce cas-là, il suffit tout simplement d'utiliser une notion que l'on a déjà vue dans un précédent chapitre. C'est tout simplement la notion de factory. Donc ce que je peux faire, c'est créer par exemple ici une factory que je vais appeler post. Et à l'intérieur de cette factory, utiliser mon objet ressource en mettant au niveau de la dépendance ressource. Et vu qu'ici j'ai choisi de créer une factory, automatiquement ça doit retourner quelque chose. Et là ça retourne tout simplement ce que j'ai écrit juste ici. Donc bon, j'ai laissé les verbes et tout ça, mais voilà, ça consisterait tout simplement à retourner cet objet-là. Donc automatiquement, lorsque je souhaite utiliser mon système, au niveau de l'injecteur de dépendance, j'injecte ma factory post. Et automatiquement, dès que je ferai post quelque chose, ça fera appel à cette ressource-là. Donc c'est plus simple si vous souhaitez partager une ressource à travers différents contrôleurs.
Donc ce chapitre marque la fin de cette formation concernant AngularJS, en tout cas la fin de la formation théorique. Donc je n'exclus pas de rajouter plus tard des chapitres si le framework évolue, s'il y a des modifications, mais pour l'instant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir utiliser AngularJS et utiliser toutes ces possibilités-là. Donc voilà, cette formation risque d'évoluer par la suite, mais pour l'instant vous avez la base. En tout cas, je vous ai transmis tout ce que je sais au niveau de ce framework-là. Donc après, n'hésitez pas à faire un tour sur le reste des tutoriels pour avoir des notions un petit peu plus détaillées sur certains aspects du framework. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.